moi, je vais vous parler de la mécanique du stigma et de quelques enjeux qu'elle balaye. La question des mécanismes de la stigmatisation médiatique des personnes et groupes roms s'inscrit d'emblée dans les démarches revendiquant une place au sein des productions médiatiques qui correspondent à la place effective des groupes divers et des communautés qui constituent la société urbaine, avec leur histoire, leur style, leur situation et leur statut. La marginalisation et l'indifférence médiatique, voire l'ostracisme de fait, touchent à des degrés divers toutes les catégories de populations estimées différentes et étiquetées telles musulmans ou arabes, africains, nomades et voyageurs, migrants et sans-papiers, mais encore chômeurs, et d'autres groupes entre guillemets déclassés. Donc les Roms et le sort que les médias leur réservent, ici et dans toute l'Europe, entrent dans ces mécanismes. Donc la mécanique du stigma, globalement, c'est ne montrer, ne parler, n'informer quasiment que lorsque des problèmes se présentent. Et avec la veille documentaire que j'ai faite, bon, pas de façon tout à fait systématique, mais quand même relativement appuyée à partir de 1997 jusque récemment, montre qu'il y a à peu près quasiment que des articles qui parlent des situations problématiques ou des choses connexes. Et donc c'est là que ça pose problème. Donc il y a à la fois tel article, la façon dont il a été construit, rédigé, présenté, qui peut être stigmatisant, vous en avez là, mais aussi le fait que sur le long terme, sur les années, quand vous prenez du recul et que vous voyez l'ensemble de ce paysage, effectivement, c'est assez quand même affligeant de voir qu'il n'y a que ça. Or, quand on connaît des gens, on connaît des groupes, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc ça, c'est la question du focus médiatique qui est fait. Et donc, lorsqu'on balaye l'ensemble des productions médiatiques, presse, écrite, TV et web, forums et commentaires, parce qu'avec Internet, ça amène la question des forums, des commentaires et corrélativement de Facebook, sur lesquels se penche assez souvent Média Animation. Je reprends on constate la noirceur du paysage qui se dessine, construit majoritairement selon deux pôles extrêmes. Alors, soit on est du côté de la marginalité et de la déviance, délinquance, mendicité, bidonville, mais moins en Belgique, où vie à la rue, ou exploitation réelle ou interprétée, comportements asociaux, soit, autre pôle extrême, du côté de la victime, suscitant la pitié, la compassion ou l'indignation, parfois pour le même sujet. La mendicité, par exemple. Une mère, ainsi, pourra à un moment être une irresponsable qui maltraite son bébé, soit à un autre moment une pauvre victime de sa propre condition qui galère pour se tirer d'affaire. Les causalités et les stratégies propres au groupe pour assurer sa survie, au groupe ou à la famille, et ses besoins fondamentaux sont, eux, fort peu interrogés. Par exemple, la force du rejet, des discriminations, leurs formes multiples et concrètes dans les pays d'où viennent les Roms ne sont elles aussi pas ou peu développées ou seulement effleurées dans les médias en général. Si vous lisez des articles ou regardez des reportages TV en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie ou en Serbie, d'où viennent une bonne partie des migrants qui viennent ici et qui viennent avec ce bagage-là, cette expérience négative du rejet, vous saisirez qu'on est là dans une toute autre dimension, avec une stigmatisation et un rejet raciste sans retenue, excepté, il faut bien le relever, en France, où ce qu'on appelle le langage s'est décomplexé, la parole s'est libérée et la parole raciste se libère. Sur les réseaux sociaux, dans la presse et dans le discours politique. C'est là qu'intervient le concept d'antiziganisme, une forme spécifique de racisme où notamment il s'agit de la force et de l'ampleur du rejet, de l'expression décomplexée du racisme, où par exemple le passé fasciste, voire le nazisme des États européens sont mobilisés par les acteurs et associés au passage à l'acte violent. Donc l'antiziganisme implique ce concept, comme il y a l'antisémitisme. C'est un thème qui a été développé et qui est suggéré à l'emploi par le Conseil de l'Europe, mais pas dans n'importe quelle situation, parce que ça implique qu'il y a un passage à l'acte, à la violence. Par exemple, en France, l'antiziganisme est bien présent. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut aussi pas trop ramener avec la Belgique. Moi, je peux vous citer toute une série d'exemples de violences dont j'ai entendu parler quand je suis allé souvent à Grenoble. La nuit du 15 au 16 août 2016 à Marseille, par exemple. Donc des familles qui vivaient dans un squat, dans une grosse bâtisse avec un haut mur. Là, en fin d'après-midi, des gens sont venus les invectiver, les menacer, et ils sont revenus quelques heures après. Ils ont tiré au fusil, sans doute fusil de chasse, avec la chevrotine et cocktail Molotov. 6 blessés, 6 personnes ont été hospitalisées. Donc on est vraiment là dans une logique où
le climat général, le discours général est tellement dur que ça favorise le passage à l'acte. Hein, c'est pour ça qu'un gars comme Dieudonné est assez dangereux, parce que c'est pas qu'il amène des questions, tout le monde le pense, personne n'ose en parler, c'est que à force de libérer une agressivité, un antisémitisme latent, formulé de façon très ambiguë, ça favorise le passage à l'acte. Et ça, on retrouve aussi en Europe de l'Est des pogroms où, genre, des gens, pour régler un problème, un conflit de quartier qui a dégénéré ou une bagarre, eh ben, ils vont attaquer à 500 un quartier en Serbie. Il y en a eu plein en Roumanie à la fin du communisme. Il y en a eu aussi en Italie à 2 reprises. Donc là, c'est vraiment une autre dimension. On n'est vraiment pas dans cette logique-là, heureusement en Belgique. Et donc, voilà, donc ça, il faut quand même... il faut garder ça à l'esprit. Donc le concept d'antiziganisme, pour moi, il faut aussi pouvoir le dire parce que ça nomme certaines réalités. Pour revenir en Belgique, nous parlons aussi des épisodes donc dans les médias, de leur traduction dans les médias, épisodes politiques de la volonté de pénaliser la mendicité avec les enfants, qui a mobilisé la presse, surtout entre 2007 et 2010, avec aussi en face une mobilisation associative ou militante assez importante. Si la mendicité est une activité de lieu public, par définition très visible, en l'identifiant un groupe dans son ensemble, et c'est ça malheureusement qui se passe très souvent à cette activité et dans l'esprit de l'individu lambda, et si les journalistes ne prennent pas de précautions oratoires constantes en omettant ou occultant qu'ils ne représentent, donc les familles mendiantes, que 5 à 10% maximum des personnes, donc des Roms de la région bruxelloise, qui sont environ 10 000, chiffre moyen. Donc l'analyse du foyer, c'était en 2014, entre 8 500, estimation basse, et 11 003, estimation haute des Roms. Donc on coupe en deux, ça fait à peu près 10 000 personnes. Donc effectivement, les mendiants sont très visibles, ça peut interpeller, on peut voir des enfants, ça pose effectivement des questions, personne ne va encourager ça, néanmoins c'est qu'une partie. Donc effectivement, quand les médias, de façon répétée, font des articles, presque une saga, ou sur les familles errantes, les familles slovaques, ça devient quasi une saga pour la presse populaire, ça pose vraiment question, parce que ça ne peut qu'amener à l'amalgame. Et donc cela amène à occulter qu'il existe bien une classe moyenne, ainsi qu'une importante diversité culturelle entre groupes de régions et de pays différents. Donc on fait alors des amalgames, parler en termes les Roms de façon globalisante, et c'est très fréquent, linguistiquement c'est correct de dire les Roms, des Roms, les Roms, un Rom, mais quand c'est souvent, vous allez le voir dans les articles, dire les Roms, eh bien, inévitablement, on regroupe, on homogénise par un phénomène linguistique, une grande diversité qui, par ailleurs, est assez peu visible. Donc les amalgames, de façon globalisante, la conséquence et le moteur de ce que les sociologues appellent, depuis 1963 avec Howard Becker, l'étiquetage. Voir avec la meilleure bonne volonté l'écueil de prolonger et reconduire les stéréotypes d'une population qui, dans les préjugés, voire l'inconscient collectif, est sans attache, marginale, inintégrable, donc toujours susceptible de faire problème. C'est pour cela qu'un regard distancié et critique sur toutes les productions médiatiques, y compris le cinéma et la photographie, même documentaire, aussi intéressantes, fortes et belles soient-elles, nous paraît éthiquement nécessaire et sain. À nuancer pour autant, les productions de la presse écrite, elles aussi, vous en trouverez toute une série d'exemples affichés et dans plusieurs classeurs, parce qu'il y en avait trop pour les afficher toutes, elles aussi ne sont pas homogènes, heureusement dira-t-on, entre la presse populaire, voire populiste, et la presse que je qualifierais de qualité, où on affiche une certaine distance sur le sujet et moins le côté sensationnel, accrocheur ou choquant, à la différence de la presse populaire ou people qui éclaire souvent les caractéristiques ou les effets de la pauvreté et de la marginalité de fait de certaines situations pour vendre et stimuler la curiosité de ces lecteurs, je dirais même de l'exciter, quoi. Avec un cocktail, un peu de pauvreté, quelques enfants à la rue, les sous-entendus ou la référence à des organisations mafieuses, et ça fait un cocktail vendeur en fait. C'est pour ça que je me permets de parler de presse people. Autant il y a les stars, les paillettes, une tromperie, une coucherie par-ci, des photos un peu chaudes. Pour les Roms, c'est un autre cocktail, c'est un peu ces choses-là qu'on peut doser différemment. Donc il y a aussi une fracture, en tout cas des différences entre la presse plus populaire, dont il y a des articles ici, et la presse. Et en tout cas, moi, il me semble, j'ai lu des évolutions plus intéressantes ces dernières années.
dans le soir et notamment la Libre Belgique. Et donc, il faut leur rendre justice. Ce n'est pas non plus, des deux côtés, c'est pas un monde en noir et blanc. Il y a des, je pense, des évolutions où on prend le temps d'aller vers des gens, de raconter une histoire, de leur donner une place. Et donc, au foyer, vous les connaissez bien, parce que souvent les journalistes, ne sachant pas comment rentrer dans les communautés, viennent, ou peut-être Daniela aussi, ben, ils toquent aux portes des associations qui font relais vers les communautés, et parfois à l'excès, parce que du coup, vous êtes souvent sollicité, ça prend du temps, et ça peut aussi se retourner contre vous, parce que la question de la confiance, quand un journaliste fait mal son travail, ou stigmatise quelqu'un, ou on fait un reportage, les gens, ils ne se retrouvent pas, ce qui n'est pas rare dans ce qui a été montré. Après, ils viennent y dire, qu'est-ce que tu fais? Tu m'amènes un journaliste, et moi j'ai l'air bête maintenant, etc. Donc pour vous, ça doit se gérer. Je sais, on m'a aussi dit que parfois c'était un peu pesant de devoir répondre à toutes les questions des journalistes. En même temps, c'est une reconnaissance de votre travail et de votre connaissance du sujet. Voilà, la marginalité. On parle alors plus facilement de mafia des mendiants, du ras-le-bol des riverains et des commerçants, alors que bien que plus suspicieuse dans son approche de la mendicité il y a une petite dizaine d'années, la presse plus citoyenne, disons, plus sensible aux droits de l'homme, va creuser davantage le pourquoi du comment ces dernières années. On donne alors plus souvent la parole aux représentants, aux associations. Se trouve ainsi la figure du relais, du passeur, du fixeur, selon le jargon journalistique, ou du leader de la communauté. Donc, comme je viens de le dire, les médiateurs du foyer ont ainsi souvent été mis à contribution, à la fois pour expliquer la situation de personnes en question, ou pourquoi la mendicité, par exemple, mais aussi pour montrer d'autres figures de cette altérité qui devient alors plus audible et plus visible. Alors, on se rappellera l'édition de l'émission Terre urbaine de Télé Bruxelles il y a quelques années, consacrée à un médiateur, je ne sais pas si c'était pas toi, un reportage de 15 minutes, où je sais que Michaela est passée aussi. On se rappellera aussi l'édition intitulée Mendiants ou délinquants dans l'émission Terre urbaine en 2014. Comme Télé Bruxelles est devenu maintenant BX1, je n'ai pas pu retrouver, jamais noté les références, mais je n'ai pas pu les revoir avant de préparer ça, parce que dans les archives, ils n'ont pas remis dans les archives leurs émissions précédentes sous Télé Bruxelles. Alors, quels sont les autres sujets et thématiques où il était question des Roms, donc dans la presse francophone belge? Entre 1997 et 1999-2000, on a l'épisode de l'expulsion collective des familles slovaques, déjà elles, qui venaient souvent de Flandre, de Gand, et les réactions juridiques du côté de la société civile. Et souvent, la question du statut de Roms migrants à l'Ouest s'est posée dans la presse. Donc, avec aussi une réaction juridique où la Belgique a été condamnée suite à l'expulsion jugée illégale collective de ces familles. Puis, les événements autour de la mendicité ont émergé, thématiques dont il est question périodiquement jusqu'à ce jour. Donc, les premiers articles que moi j'ai, c'est déjà dès 2001. Et cycliquement ça revient. Il y a des périodes où c'est plus intense, puisqu'effectivement entre 2007 et 2009 plusieurs partis politiques ont voulu la recriminaliser, et ça s'est dilué, ça n'a pas eu lieu, heureusement. Puis il y a eu les épisodes, pour ne pas dire la saga des familles slovaques et serbes à la rue à partir de 2011, donc qui se sont installés à la gare du Nord, expulsés, place Gaucheret, parc Maximilien, le studio TV à Ixelles, pour aboutir au grand squat Jésus à Saint-Josse, où il n'y avait pas que des Roms, il y avait aussi des familles migrantes d'Afrique du Nord, des artistes, des artistes précaires, pour aboutir avec un répit de presque 3 ans jusqu'à la séquence de l'expulsion et de retour à l'errance de plus de 20 familles. Donc aujourd'hui, je pense que le dernier chiffre, c'est qu'il y a 20-25 familles qui sont encore à la rue. Et les autres, sur les 250-300 Slovaques à Bruxelles, globalement, ils ont pu trouver un parcours d'insertion dans le logement, bon, certes fragile, précaire. Et donc, il y a effectivement la photo que tu as montrée, il y en a encore à peu près une centaine qui sont à la rue, dans des squats sous tente, au parc, au Mont des Arts. Il y a quelques mois, ils étaient au Mont des Arts. Donc, je dis une saga, c'est pas de l'humour, c'est qu'effectivement, la DH traite le sujet vraiment. En fait, ils en parlent très souvent, et en fait, on se rend compte, ça devient un peu comme Dallas, quoi. Mais même là, il faut nuancer. Je pense qu'un des articles est là. Ils prennent quand même des précautions, et c'est pas la pure stigmatisation. Ils pourraient faire le choix de ne pas en parler, mais quand ils en parlent,
il donne la parole à différents acteurs, à des associations, à Bernard DeVos. Donc c'est plus non plus, c'est pas une approche caricaturale et assez dure où on sent qu'en fait la journaliste, il exprime son propre rejet d'un phénomène qui est perturbant, qui est certes dérangeant. Ça, là aussi, en nuançant, il y a des évolutions, y compris dans cette presse-là. De là, il sera régulièrement question de ces familles, souvent qualifiées dans des termes comme les Roms, avec une généralisation qui est quand même dangereuse, entraînant une confusion entre eux, certes, dans des situations dramatiquement précaires, avec beaucoup d'enfants, et tous les Roms, alors qu'ils ne représentent qu'une partie. Donc en fait, ça correspond à 1% des Roms à Bruxelles. S'il y a une centaine de personnes à la rue et qu'il y a 10 000 Roms, c'est 1%. Alors également, entre 2008 et 2010, en contexte de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de FEDASIL, l'arrivée de nombreux demandeurs, enfin de nombreux Roms non européens en tant que demandeurs d'asile de Macédoine, de Serbie, principalement, qui ont été l'objet d'une arnaque de la part d'agences de voyage véreuses dans leur pays, sont venus en Belgique, en Suisse ou en Allemagne demander l'asile. Et cette tromperie leur a coûté cher et a conduit, et ça fut médiatisé aussi, parallèlement à la crise de l'asile avec FEDASIL, au secrétaire d'État à l'asile et la migration à se rendre dans ces pays pour convaincre les autorités à faire cesser ce flux de migrants jugés illégitimes. Ensuite, d'autres articles plus ponctuels sur des sujets divers, mais toujours à travers un filtre mental défavorable et dépréciatif qui place les personnes sur le versant de la marginalité, de la déviance, de l'altérité sociale qui semble alors irréductible. Par exemple, une ONG européenne censée représenter les Roms dans les instances européennes ayant fait faillite. Donc là aussi, c'est un gars qui a fait une arnaque, un Rom qui a fait une arnaque et qui a envoyé les personnes au chômage. Voilà. Donc c'est un exemple malheureux. On a un réseau de trafic de jeunes femmes pour la prostitution. Donc ça, c'est un article en 2007. Ou en Roumanie, la mort du roi autoproclamé des Roms. Ben voilà, ils en font un article et bon. Voilà. Autre problème, celui généré par la confusion et le mésusage des termes pour désigner les Roms. On passe dans certains articles, et parfois dans un même article, du terme gitan à Rome, gens du voyage, nomades, interchangeant l'un pour l'autre, sans précaution ni recherche quant au terme ad hoc. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent et c'est problématique parce que si vous dites on va parler des Roms et que en fait on a le fil conducteur de l'analyse c'est par exemple le nomadisme, mais vous êtes à côté de la plaque. Oui. Vous êtes vraiment, enfin le gars et parfois c'est un philosophe ou un sociologue ou un politologue, mais en fait il est dans des sables mouvants quoi. Voilà. Lorsque des projets connotés positivement sont présentés, par exemple dans le champ de l'insertion socio-professionnelle et de la scolarité, ils le sont toujours avec un regard et une plume compatissante positionnés par rapport aux vastes référents de la marginalité et de l'asocialité. Ainsi, et c'est ça je pense que moi je veux aussi insister là-dessus, ce sont simplement les deux faces d'une même médaille. Les sujets positifs n'étant que la face lumineuse de la marginalité, puisque ce sont les mêmes catégories de personnes. Ce qui est en jeu, précise Marc Sinave qui était ou qui est encore président du département journalisme à l'IEX, ou bon voilà quelque chose comme ça. Enfin c'était un prof de l'IEX. Enfin, il fait plein de choses, mais donc c'est un spécialiste du journalisme. Ce qui est en jeu, précise-t-il, dans le rapport des médias aux minorités ethniques, c'est moins la question de l'intégration positive ou négative de celle-ci dans la société que l'intégration par les médias eux-mêmes du registre de l'altérité ethnique comme composante normale de la société. Parce qu'une société, ajoute-t-il, incapable de faire évoluer ou disparaître les étiquettes et les déterminants qu'elle impose comme mode premier de la perception du réel, est une société sclérosée où la démocratie effective est condamnée à court ou moyen terme. Voilà. Ainsi, la classe moyenne dans les divers groupes roms, kosovars, macédoniens, roumains et bulgares, qui sont invisibles, que vous ne rencontrez pas, si vous savez un peu reconnaître les gens, enfin moi je sais en reconnaître, mais en dehors de ça, si on se base sur le fait que les personnes qui sont roms, ce sont ceux qui ont une longue jupe avec des enfants, ben voilà, de nouveau, on est à côté de la plaque. De ces personnes, il n'en est à peu près jamais question. En effet, ça perturberait la structure des catégories mentales préexistantes dans lesquelles on encage le réel et sa complexité, esquivant dès lors le caractère mouvant et non linéaire des dynamiques sociales, remplacé alors par une lecture déterministe, figeant les dynamiques et les trajectoires qui existent toujours. Donc voilà.
Donc Kuhn, Kuhl et le travail du foyer met bien en évidence que les statuts des familles n'est jamais figé, leur situation, ils ne sont pas mendiants toute la vie. Moi je connais des familles qui vivent de mendicité, ils luttent vraiment, ils font des choses, ils ont des actions dynamiques pour essayer de se sortir de ça, passer son permis poids lourd pour essayer d'avoir un boulot, et puis il y a d'autres obstacles qui se mettent parce que du coup on ne peut pas engager des gens qui n'ont pas de diplôme, et c'est vrai que c'est une galère, mais ils sont tous en lutte pour se faire une meilleure place. Et la scolarité, c'est aussi une porte d'entrée. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et donc, il y a là, avec cette accumulation de traitements dépréciatifs, une forme d'injustice et de préjudice moral subi par ces populations à force de répétition et d'accumulation. Donc, ce n'est pas juste un article ou une fois ou tel problème, c'est vraiment, il y a un phénomène d'accumulation et d'addition qui pose question. C'est pourquoi c'est aussi à cette question que doivent s'attaquer les associations et les associations roms, car comme le dit Marc Sinave, dans la société qui est la nôtre, le principal étiqueteur du réel aujourd'hui est le système médiatique, devenu par sa puissance notre principale fenêtre sur le monde. Donc à la fois on doit interpeller, avoir des exigences par rapport aux médias, mais effectivement il faut aussi que les gens progressivement s'organisent et puissent construire leur propre représentation. C'était l'enjeu de la première soirée, des premiers événements, c'était montrer des films faits par des Roms qui ne vont pas transformer radicalement l'image, mais c'est cette forme je dirais, d'émancipation et de quête pour une dignité, c'est de construire sa propre image, quelle que soit sa situation. Alors, ça produit quoi ces mécanismes? Tous ces mécanismes ne sont pas, loin s'en faut, sans effet sur les sujets. La stigmatisation, entendue selon Irving Goffman, donc le sociologue américain, comme bien plus qu'un stéréotype, et le terme est souvent employé de façon... Enfin, c'est un terme du langage courant, mais il est souvent employé de manière trop légère. Le stigmate, Goffman l'a bien démontré, est un discrédit profond et durable qui frappe les individus en raison d'un attribut particulier. En l'espèce, pour les Roms, c'est un stigmate d'appartenance, comme la race ou la religion. Et donc, ça a des effets. Quels effets durables produit la mécanique de la stigmatisation, dont celle des médias, mais aussi les effets de l'opinion publique dans les relations de voisinage que des gens peuvent subir? Qu'est-ce que ça produit? Il y a des attitudes de protection, de méfiance, aussi de repli, qui est une protection sur la communauté, sur la famille, qui peuvent se transmettre dans la mémoire du groupe et de la famille au-delà des générations, à travers les générations. Ça passe aussi par des stratégies d'évitement, d'autocensure. L'école, c'est pas pour nous, par exemple. Certains, ils pensaient ça, mais ça évolue. Quand on leur ouvre les portes et qu'un espace de confiance se construit, le dialogue s'instaure, alors ça change. Ça fragilise aussi, donc la stigmatisation fragilise, voire abolit la confiance basique des gens dans la société, dans le contrat social. Et ça les installe alors dans des stratégies de survie en cas de crise économique. Ensuite, la stigmatisation augmente, comme l'ont étudié des chercheurs en psychologie sociale, l'ont montré, la charge cognitive et le stress auxquels doivent faire face les gens pour accomplir une même tâche. Par exemple, la recherche du travail, la recherche d'un logement. Donc, à situation égale, des gens qui sont fort stigmatisés, eh bien, ils vont avoir plus de difficultés à mobiliser leurs ressources intellectuelles, leurs compétences intellectuelles, parce que ce stress a tendance à les paralyser. Soit on évite, c'est pas pour moi, tant pis, je vais pas au front, soit on est plus fragile et du coup on a plus vite une situation d'échec. Il y a aussi le phénomène de prophétie autoréalisatrice où on finit par rentrer dans la catégorie qui préexiste parce qu'en fait les choses déterminent à ce que vous y rentriez. C'est des choses que nous, les Belges, les Blancs, la classe moyenne, on a du mal à comprendre. Et du coup, on les comprend mieux quand on fréquente vraiment sur le long terme des gens et qu'on observe, qu'on essaie de mettre des mots sur des silences, sur certaines situations. Voilà. Les personnes essayent beaucoup de ne pas être identifiées comme roms ou comme gitans et ce faisant, de n'être que stigmatisables et pas stigmatisés. Je vais en terminer. Nous ne sommes pas pour autant là pour égrener une suite de constats négatifs, mais pour réfléchir à des pistes de solutions, c'est l'objet d'une journée comme celle-ci, qui ne peuvent que s'ébaucher progressivement et de façon collective, notamment par un travail vers les médias, mais aussi une large part d'acteurs de la société civile, y compris par le développement des associations roms, encore peu nombreuses. Soyons optimistes, c'est
cela est aussi une question de confiance, et cette confiance se construit dans des journées comme celle-ci. Merci de votre attention. Voilà.